française, ça va être une des pièces les moins jouées au début, parce qu'on va se dire, c'est quand même comment il faut à chaque fois avoir Camus à côté pour justifier le fait qu'on prenne cette pièce dans le répertoire. Eh bien, maintenant elle fait partie couramment du répertoire, mais il faut bien se rendre compte que dans sa préface, ensuite c'est incorporé même dans le livre, il explique, j'ai tenu à écrire un texte sur des événements qui ont eu lieu pour les rendre vraisemblables. Vous voyez comme c'est surprenant quand même. Parce que vous dites, si je suis au courant des événements, alors c'est simplement la description de la réalité. Si je dois les rendre vraisemblables, c'est que quand on les écoute, on se dit c'est pas possible. Alors ces événements-là datent de ce qu'on appelle la première révolution. Ils ont eu lieu, des références à ça de façon littéraire, vous avez aussi dans Docteur Givago, de Pasternak. Et dans ce cadre-là, vous avez aussi une intervention qui va se faire due à Dostoïevski lui-même. Alors regardez comment maintenant tout s'imbrique. Dostoïevski, quand il va écrire Les Possédés, il va l'écrire en partir d'une idée, c'est ce qu'on appelle le club Petrachevski. Alors lui, il appartient à un club comme vous. Alors, par exemple, on pourrait dire le club de Georges. Voilà. Alors le club Petrachevski, c'était un personnage qui, comme nous, on avait en France au XVIIIe siècle les fameux salons, on avait des gens, disons, de l'intelligentsia russe de l'époque, qui se retrouvaient et ils parlaient de différentes choses. Dans ce cadre-là, comme on était dans une phase pré-révolutionnaire, certains individus ont utilisé ces fameux clubs cercles pour rentrer dedans et parler d'autres choses en même temps qu'ils parlaient prétendument que de littérature. Donc vous voyez, ça va être la phase d'acquisition par les Russes de ce qu'on appellerait au départ un despotisme éclairé en France, l'aspect révolutionnaire en disant pourquoi nous on n'aurait pas le droit aux droits de l'homme qu'ont inventé les Français, etc. Dans ce cadre-là, donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dostoïevski lui-même fait partie du cercle Petrachevski. Il est né en 1821. Autour donc de 26 ans, il va être dans cet intermédiaire. Au départ, il est connu comme un auteur classique, nouveau. Donc, pour tout le monde en public, si vous avez lu les Nuits Blanches, c'est le texte par excellence qui fait dire de l'époque, la critique de l'époque, bien c'est une sorte de nouveau Turgenev. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est jeune et qu'on considère quand même comme déjà un futur grand classique, même si cette expression peut paraître anachronique. En fait, il va y avoir ce changement de phase et la police du tsar va les attraper. Ça, c'est la vérité. C'est passé pour de vrai. Donc, ils vont avoir même droit à un simulacre d'exécution. Ils vont avoir du mal. Et en fait, ils vont être exilés. Et c'est à partir de là que Dostoïevski, à partir de son exil, on observe un grand changement de phase dans son écriture. Et on va passer, si vous voulez, à ce qu'on appelle nous maintenant le grand Dostoïevski, c'est-à-dire des monuments comme L'Idiot, Crime et Châtiment, Les Possédés et les Frères Karamazov. Donc les Nuits Blanches, maintenant, nous, on ne le met plus dans les grands textes, on le met dans les textes de sa jeunesse, parce qu'évidemment, on le compare par rapport aux autres. Eh bien, ce changement de phase, Souvenir de la Maison des Morts, ça va venir de là, il y a certains qui l'ont lu, j'imagine. Eh bien, cette thématique, quand il va écrire Les Possédés, regardez comme maintenant l'interférence de la réalité avec le texte, il va parler d'un groupe de terroristes nihilistes sous la direction de Nechaïev, et ça va faire vraiment un scandale à l'époque, puisque ce groupe va décider de tuer l'un d'entre eux. Oui, madame est surprise, de tuer l'un d'entre eux pour qu'ils soient tous complices, et comme ça ils soient tous unis. Vous voyez, ça peut paraître un peu bizarre, mais il faut bien vous rendre compte que c'est, si vous avez lu Agatha Christie, si on est tous coupables du même crime, on a du mal à parler des autres. Donc l'idée de Nechaïev, qui est un terroriste nihiliste, c'est de dire, si on arrive à avoir un groupe, et on en élimine l'un d'entre nous,
Après, comme tout le monde on sera responsable, eh bien personne ne dénoncera personne. Vous imaginez comme c'est quand même tiré par les cheveux. Ce truc-là va être analysé à l'époque par les chroniques. Ils veulent entendre Dostoïevski et va trouver que c'est inadmissible, puisque même si c'était un groupe, on va dire, qui est censé faire quelque chose de positif pour l'humanité, et si ça commence par un meurtre entre nous, pour que ça soit positif et qu'on dénonce personne, c'est comme si vous étiez, par exemple, dans Amnesty International, dans un groupe, dans un fin fond montré absolument impossible, et vous me dites, pour qu'on défende les droits d'Amnesty International, on va tuer l'un d'entre nous, comme ça on sera sûr que personne ne va dénoncer les autres. Vous imaginez. Donc, les gens d'Amnesty vous diraient, mais vous avez commencé à l'envers. Bon. Eh bien, là c'est la même chose. À partir de là, il va écrire donc les possédés et les démons. Donc, les possédés et les démons sont influencés par la propre histoire de Dostoïevski et des événements historiques qui ont eu lieu après. Et lui donc analyse maintenant en tant qu'adulte mûr. Il écrit les possédés, ça va devenir un roman. Donc c'est de nouveau faux. À partir du roman, Camus va faire une théâtralisation. Donc on va avoir de nouveau du faux, du faux. Quand on va être maintenant en représentation théâtrale, on aura des allusions à des événements vrais dans le cadre du faux. Alors c'est ça qui est formidable du théâtre, c'est qu'en fait on peut parler sans arrêt du faux, tout en indiquant la vérité, et dans la vie commune, quotidienne de la société, en fait on dit qu'on est vrai et souvent on est dans le faux. Bon, je ne vous critique pas comme ça, ne prenez pas ça personnellement. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens disent souvent, il faut être quand même un peu diplomate dans les relations humaines. Tu ne peux pas lui dire directement ça, alors que vous le pensez. Ensuite, si par exemple on n'avait aucun problème, on ne serait pas fâché. L'expression être fâché, c'est dans la société. Dans les romans, on n'est pas fâché. On est soit mort, soit... Oui, c'est clair. Dans la société, on est fâché. Vous êtes fâché depuis combien de temps? Depuis 10 ans. D'ailleurs, je ne traverse pas par cette rue parce qu'elle habite là. Ça ne vous donne rien, ça, comme exemple dans votre tête. D'accord? Bon. Alors, ce qui est bien, c'est que tous ces gens qui sont fâchés, à la fin, ils se retrouvent. Ensuite, on a l'hérédité des fâchés. Parce qu'il faut que les enfants soient aussi fâchés, même s'ils n'étaient pas fâchés. Parce que les parents étaient fâchés. Vous voyez? Alors, si ça, c'est pas du théâtre, parce que la personne, imaginez, je prends Georges. Alors, imaginons par exemple que Georges soit fâché avec quelqu'un, c'est absolument impossible, c'est du théâtre, genre, voilà. Et il faut imaginer maintenant que ces enfants doivent être fâchés avec la personne, mais aussi avec les enfants de la personne. Or, le plus drôle, c'est des fois, ils peuvent être camarades de classe, sans savoir qu'en fait, c'était les enfants des fâchés. C'est fâcheux. Et donc, dans ce cadre-là, on se rend compte que dans la société où on est censé tout le temps être dans le vrai, on dit énormément de mensonges. On est tous pour la vérité, c'est vrai, mais quand même, le mensonge a quelque chose de très important que n'a pas la vérité, c'est qu'il est multiple. Vous pouvez mentir à plusieurs niveaux. Vous pouvez mentir en omettant, vous pouvez mentir en mentant un peu, vous pouvez mentir par bonne conscience, vous pouvez mentir pour le bien de l'autre. Non mais... Pour ne pas lui faire de la peine. Voilà, c'est ça, pour ne pas lui faire de la peine. Alors voilà, alors ça devient très critique quand on arrive avec les personnes âgées. En fait, on finit par leur faire des choses, on ne voudrait pas qu'on nous le fasse nous. Je vous donne un exemple, le médecin. Je suis allé voir le médecin avec ma mère. Le médecin m'a pris en aparté, il m'a dit quelque chose, mais il m'a dit de ne pas le dire à ma mère. Mais en fait, ma mère, c'est celle, dans mon exemple, qui est malade. Mais donc moi, je sais la vérité, le médecin sait la vérité, on sait la vérité, on dit tous les deux un mensonge, on le dit tous les deux de la même façon. Donc la mère est censée écouter la vérité, donc elle va prendre ses décisions à partir de cette vérité. Évidemment, c'est pour ne pas lui faire de la peine. Voilà. Donc, alors c'est toujours très drôle parce que même dans ce cadre-là, la médecine fait des rebonds. Par exemple, les gens disent on ne lui a pas dit la vérité,
On ne lui a pas dit qu'elle avait un cancer. Très bien. Finalement, elle était tellement âgée que le cancer, eh ben, il a reculé. Oui, alors ça c'est le comble, quoi. Parce qu'en fait, après, le médecin, il a du mal à dire, vous aviez un cancer, mais comme vous étiez très âgé, ça vous a permis de le surmonter. Parce que pendant tout ce temps-là, vous ne lui avez pas dit qu'elle l'avait. Elle est morte guérie. Voilà. Elle est morte en bonne santé. Je vois qu'il y en a qui ont de l'humour. C'est du théâtre. Alors, tout ça pour vous dire que si vous pensez vraiment que le Christ disait la vérité, et si vous savez qu'il a été condamné, vous pouvez vous poser la question pourquoi. En réalité, c'est très difficile de dire toujours la vérité. Alors là, c'est là le paradoxe du théâtre. Dans le théâtre, comme c'est écrit, on peut dire la vérité. Alors, un personnage perturbant dans le cadre du théâtralisation, ce serait justement l'idiot. L'idiot, vous l'avez tous lu, sauf idiot il était. Or, on va avoir un jeu là-dessus. Dostoïevski lui-même était épileptique. Donc l'idiot est épileptique, et en fait, il va jouer là-dessus en disant que lui dira la vérité quand tout le monde ment. Et donc on finira par dire qu'il est idiot. Vous voyez, c'est quand même le comble. Alors, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on veut dire? L'art du faux, dans le théâtre, ça nous permet en fait de dire des vérités. Donc, un exemple beaucoup plus ancien, Oedipe. Oedipe, roi, tyran. Si vous lisez un peu la biographie de Sophocle, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas par hasard qu'il a écrit Oedipe à cette époque, avec tous les problèmes qu'il avait. Ce n'est pas par hasard qu'il y a ce lien entre Oedipe et sa fille. Ce n'est pas par hasard que tout est écrit, alors que, tenez-vous bien, tout ça est écrit en faux, simplement pour participer au concours de théâtre. Vous voyez? Donc en fait, c'est la raison de l'écriture n'est pas forcément la raison de texte. Donc on peut très bien écrire un texte prétendument faux pour participer à un concours théâtral de l'époque. Vous savez qu'à l'époque, le théâtre, dans la Grèce antique, c'était seulement en concours, c'était gratuit pour le public. Il fallait trouver, c'était un mécène en fait qui produisait. Et c'était en fait les gens riches qui étaient fiers d'avoir été les producteurs d'une pièce de théâtre qui a été primée. Par exemple, ça a été le cas avec Périclès. Donc les gens venaient voir et après votaient, disaient c'était bien, c'était pas bien, etc. Mais là, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, drôle, entre guillemets, c'est que Sophocle parle de lui-même. Alors souvent, donc, on a ce dérapage, contrôlé quand même par l'auteur, à savoir qu'on parle de sa vie. Donc, vous savez, souvent on dit pour un nouveau romancier que son premier roman, c'est un peu autobiographique, il a du mal à s'en sortir. Alors il y a quand même des romanciers qui arrivent après 20 romans à être encore dans l'autobiographique, mais bon, ça nous plaît, donc c'est pas gênant. Il faut quand même avoir des vies riches. Et dans ce cadre-là, on pourrait se dire, qui dit la vérité, qui dit faux? Donc là maintenant, on vous a lu un extrait d'une pièce de théâtre qu'on a écrit qui concerne la vie de Dostoïevski juste avant l'arrestation. Donc en fait, on a des éléments clés et des phrases tirées de textes de Dostoïevski. En même temps, on a une influence comme une sorte de retour à l'expéditeur, où au départ, on a les événements de 1905, on a l'influence du théâtre de 1949, on a les événements de 1847, et tout ça s'imbrique dans un total, un imbroglio. On pourrait dire au départ que c'est confus, mais je peux vous dire la chose suivante. Si je vous dis que dans la pièce de Camus, Il est juste, le personnage d'Ivan Kalaliev, le héros, eh bien c'est son vrai nom. Il y a un homme qui s'appelait Ivan Kalaliev. Il était poète. On a même certains de ses poèmes. Maintenant, vous pouvez les retrouver même, sur la toile. L'attentat, il a eu lieu, pour de vrai.
sur la toile, vous pouvez voir la photo de la calèche de l'archiduc après l'attentat. Or, quand vous lisez la pièce, surtout quand vous êtes en représentation et vous pouvez l'admirer, tous les événements qui sont écrits dedans paraissent totalement extrêmes, paraissent totalement irréalistes. Donc quelqu'un qui est censé mettre une bombe contre l'archiduc parce que c'est un tyran pour les gens, et comme il se trouve que dans la calèche il y a des enfants, finalement ils ne la jettent pas, et ils vont reprendre tout ça des semaines avec des gens qui vont être en plein danger, pour finalement la placer alors qu'il y avait sa femme est vivante, et son mari meurt. Donc quand vous voyez comment c'est décrit, vous vous dites, bon, ça c'est quand même vraiment une belle pièce de théâtre, mais c'est pas possible. Or, ce qui est formidable, c'est que tout est vrai. Donc, mais Camus ne dit pas, j'essaie de le rendre vrai, j'essaie de le rendre vraisemblable. C'est-à-dire que la plupart des gens, en le lisant, trouvent que c'est exagéré. Or, cette exagération n'est pas un mensonge, c'est des circonstances complètement extrêmes qui font réaliser à des gens des choses complètement extrêmes, et après, on est censé interpréter ça de façon cohérente. Alors, je vous donne un exemple. Je voudrais bien que vous vous rappeliez de l'acte 4, où intervient la grande-duchesse et va voir le coupable, donc Ivan Kadyriev en prison, à la suite du chef de la sûreté, sa recommandation, pour dire « Moi je suis chrétienne, et je ne vous en veux pas, mais il faut vous repentir. » Vous imaginez le dialogue. Alors comment l'a montée cette pièce de théâtre? Ce passage-là dure 12 minutes. Donc, comme je l'ai fait en mise en scène, je peux vous dire que mon actrice, elle a peut-être dû mettre un mois pour comprendre comment jouer ces 12 minutes. Sur le plan mental, elle trouvait que c'était absolument impossible de parler à quelqu'un qui avait tué son mari et de lui parler d'une telle manière, si positive, si chrétienne, pour finalement avoir cette relation un peu bizarre et étrange. Or, c'est des événements qui ont eu, alors je ne dis pas que c'est à la lettre, hein, bien sûr, mais ce qui est formidable, c'est cette difficulté qu'on a à discerner le vrai. La plupart des gens aiment Cyrano de Bergerac. Combien nous sommes hypocrites, quand même. Parce que c'est vrai que nous l'aimons, mais nous l'aimons en pièce de théâtre. Parce que dans la vie réelle, vous mettez un Cyrano de Bergerac dans votre vie normale, et vous allez avoir pas mal de problèmes quand même. Hein. Parce que vous imaginez, Cyrano de Bergerac au bureau, au secrétariat, à la sécurité sociale. Je vous donne des exemples réels. Quoi, hein. Et vous imaginez en train de dire, comme il parle, avec son franc-parler, hein, au changement du virgule, me semble ce que régule. Vous imaginez par exemple, dans une cour. Bon, eh bien, nous l'aimons, c'est vrai, et c'est vrai qu'il est admirable, mais il faut bien se rendre compte que Cyrano de Bergerac, il y a une grande partie de ce qui a été écrit par Raymond de Rostand qui est tiré de Cyrano de Bergerac qui a existé. Le problème, c'est est-ce que nous aimons ce Cyrano de Bergerac ou l'autre? Bien, vous allez vous rendre compte que, à moins que vous soyez des spécialistes et que vous ayez fait votre thèse sur Cyrano de Bergerac, le vrai, eh bien, du vrai, vous ne savez pas grand-chose. Certes, quelques détails. À un moment, dans Cyrano de Bergerac, la pièce, on sait qu'effectivement Molière a volé un acte entier de Cyrano de Bergerac. Alors, ce qui est formidable, c'est que, en fait, on ne sait même pas la pièce. Vous êtes surprise, vous voyez? Donc c'est parce que vous avez dit Molière. Oui, pourquoi? Vous êtes, on avait la pièce d'Edmond Rostand, oui. Et puis on a parlé du vrai Cyrano de Bergerac qui, d'après moi, vivait au XVIIe siècle près de Paris. Et donc les gens qui s'imaginent à Bergerac dans le sud, que Cyrano est né là-bas, c'est archi faux. Bien sûr. Voilà, et c'était quelqu'un de très courageux, ce Cyrano de Bergerac. Bien sûr. Il a écrit, mais je vous laisse parler, parce que c'est pour moi le Mais c'est vrai. Mais Molière, alors je ne veux pas le dire Molière. Mais dans quelle pièce alors? En fait, c'est simple. Dans Agrippe.
c'est décrit dans la pièce de Cyrano. Enfin, on revient. Dans Edmond de Rostand, on voit Cyrano et son ami qui est pâtissier, on comprend qu'on lui a volé un texte. Dans la vérité, on sait qu'en fait Molière a pris un acte entier, l'a incorporé dans une de ses pièces, et cet acte avait écrit, parce que Cyrano de Bergerac, le vrai, écrivait du théâtre. Voilà. Donc, cette thématique-là, si vous voulez, alors là je vous donne un exemple négatif, un exemple positif, pour vous rendre compte que ça peut servir qu'on copie les autres, eh bien c'est Vivaldi. Vivaldi a été complètement perdu, et heureusement que Bach a composé à la manière du prêtre roux, et les musicologues ont retrouvé les partitions de Vivaldi, et on a rejoué Vivaldi alors que c'était totalement éteint. Donc maintenant, il faudrait vraiment faire exprès pour ne pas connaître les 4 saisons de Vivaldi. Vous voyez, c'est comme il pleut, vous courez, vous n'êtes pas mouillé. Vous voyez, ça donne ça. Donc, maintenant, en plus, si je dis le printemps, c'est sûr que là, vous l'avez même entendu à Carrefour, pour ainsi dire. Bon, alors, imaginez maintenant que ce texte avait totalement disparu. Et on l'a retrouvé uniquement à partir des études musicologiques des partitions de Bach. Et dans les partitions de Bach, c'était écrit qu'il écrivait à ce moment-là, comme on dit des fois à la française, à l'italienne. Là, il disait en fait que c'était à la façon de quelqu'un. Alors, ils ont repéré finalement que c'était Vivaldi. Donc tout ça pour vous dire que dans le terme dans les relations humaines et dans les relations sociales se basent énormément sur le faux. Et les relations humaines beaucoup sur le vrai. Alors je m'explique. Pour vous donner un exemple concret. En général, quand on dit on aime vivre avec quelqu'un, si c'est pour de vrai, en fait, c'est pour mourir avec lui. Vous voyez? D'ailleurs, Georges se révolte, mais... Non. De toute façon, tout va être pris personnellement maintenant. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand on veut avoir une relation courte, on regarde l'aspect positif et on regarde juste ce qu'on va vivre ensemble. Quand on veut avoir une relation longue, eh bien, il faut aussi tenir des aspects négatifs, ça va arriver. Bon. Si on arrive à accepter les défauts de l'autre, eh bien, ces avantages vont être positifs et vont apparaître comme des surprises, bonnes surprises. Donc, quelle est l'idée? C'est que normalement, quand on dit « je veux vivre avec quelqu'un », par exemple si c'est un couple, en réalité, si c'était pour de vrai, eh bien vous allez continuer à vivre jusqu'à un moment. Ben justement, quand on dit « amour jusqu'à la mort », en fait, ce qui est défini, c'est que finalement, c'est sans fin. Or, nous sommes finis et mortels. Donc, finalement, c'est jusqu'à la fin. Nous, on le décrit comme ça. Alors, je vous donne l'exemple, par exemple, l'amour entre Ivan Kalaliev et Dora. Ils disent que comme notre amour est impossible, eh bien, la seule façon de nous unir, on va le voir ça sur l'acte 5, c'est finalement, c'est via la corde. Vous voyez? Parce qu'elle est condamnée, il est pendu, elle va continuer à faire son œuvre avec d'autres personnes qui sont dans le texte, comme Boria, Anenkov, ou Voinov, qui semble être dans l'acte 2 une sorte de lâche, et finalement on découvre dans l'acte 5 que c'est lui qui a posé la bombe suivante. Donc il y a une évolution psychologique qui est due à l'influence de l'impact du poète qui normalement était hors cadre. Donc le fait d'avoir un terroriste révolutionnaire qui est qualifié de poète, c'est quand même surprenant. On se dit quand même qu'Camus il aurait pu choisir autre chose. Le comble, c'est que c'était son vrai surnom, ou vrai, le poète. Donc en fait, Camus a simplement retranscrit le surnom qu'on lui avait donné à l'époque parce qu'il écrivait. Bon. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? L'imbrication des relations humaines dans le cadre du théâtre. D'abord, le théâtre nous permet de vivre plusieurs vies. C'est bien, parce que vous savez, ensuite, dans le cadre du management, vous avez peut-être vu dans votre cursus,
On vous fait des jeux de rôle, on vous dit ça serait bien que vous soyez machin, le leader, est-ce que vous êtes dans un groupe, des tests de personnalité, etc. Tout ça vient du théâtre. Alors c'est assez simple, c'est au lieu de faire du théâtre du vrai, dans le sens qu'on a défini, et des fois on fait du faux théâtre, où en fait on a des jeux de rôle, alors c'est assez caractéristique puisqu'on parle de jeux de rôle, et on ne parle pas de théâtre. Or, le théâtre est fabriqué à partir de rôles. Là simplement on met en avant les rôles sans forcément qu'il y ait un scénario. Or, la grandeur du théâtre provient du scénario. Les rôles viennent s'ancrer les uns dans les autres et s'imbriquer exactement comme un puzzle, mais il y a quand même un scénario. Là maintenant, on fait dans le cadre professionnel, on vous dit ça serait bien de faire un jeu de rôle, comme ça on verra comment vous comporterez dans cette situation-là, etc. Bien au théâtre, moi je le vois aussi avec les petits enfants. Vous avez un enfant qui est très timide, vous le faites jouer dans une pièce de théâtre, vous ne le reconnaissez pas. Bon, pendant la scène, je l'ai vu déjà avec des parents, ils disent mais c'est pas ma fille. Ils n'arrivent pas à se rendre compte que sous le rôle s'établit une sorte de bouclier de personnalité. Donc ils jouent le rôle comme s'il était vraiment le jeu de rôle, et vous, vous êtes surpris parce que vous continuez quand même à voir le personnage en tant que relation humaine. Alors pour vous donner un autre exemple comme ça, très, très joli, c'est avec Mastroianni, qui joue le rôle du grand-père, et en fait, il voit tout le monde comme il les voyait quand il était jeune. Donc son fils de 40 ans, il le voit comme ça. Donc lui, il a des grosses lunettes, il regarde sans arrêt son fils, qui est déjà père, comme si c'était son fils de 10 ans. Donc lui, il lui parle comme un fils de 10 ans, et l'autre répond comme un fils de 40 ans. Vous allez me dire, mais ça ne se passe jamais dans la vie courante. Hein? C'est bien vrai. Bon. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Quel est le véritable dialogue? Est-ce que c'est Mastroianni qui parle à son fils de 10 ans, ou est-ce que c'est son faux fils de 40 ans qui lui répond? Et en fait, ce qu'on se rend compte dans le film, c'est que dans le sens de l'erreur, c'est-à-dire du grand-père qui parle aux autres comme s'ils étaient tous petits, eh bien, il est beaucoup plus vrai que les autres qui voient bien la réalité, donc qui voient bien que c'est quelqu'un qui est plus âgé, et il lui répond de façon fausse. En disant, il ne comprendra pas. Donc il y a un passage qui est magnifique, c'est à un moment où on lui dit, tu garderas le petit, donc c'est le petit enfant, donc son petit-fils, et il dit, il faut qu'il regarde la télé. Parce que vous savez maintenant, les jeunes parents savent qu'un enfant, s'il n'a pas de télé, il va mourir. Mais vous ne savez pas, non? Voilà. Donc alors, ils expliquent en général aux grands-parents, mets-le devant la télé. Et donc, dans le film, la télé tombe en panne. C'est une véritable catastrophe. Et heureusement, le grand-père retourne la situation et il le met devant la machine à laver. Il tourne. Et on voit le grand-père et le petit être endormis en fin de compte devant la captivante chaîne de télé qu'il avait découverte, parce que ça allait super bien pour l'enfant. Donc il n'y avait pas besoin de mettre ni de publicité ni rien du tout, c'était juste le mouvement captatif, on ne pourrait pas dire autre chose, captivant de la machine à laver avec le linge. Donc il faut quand même mettre du linge parce qu'il y a un mouvement. Et là on se rend compte que des fois, eh bien, c'est ce qu'on appelle la phase de contemplation. On est contemplatif quand même. Hein. Quand les gens vous disent, moi je suis allé à l'autre bout du monde pour voir un paysage, il faut dire, mais au sud de la France, il y a le même. Après, vous n'osez pas lui dire, parce qu'il y a une différence entre les deux, c'est 4 000 €. Okay. Donc là, vous ne pouvez pas lui dire, c'est en bas de chez moi, mais je vois ça. Donc, mais en réalité, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ce paysage, si on l'avait trouvé ailleurs. Mais des fois, on le cherche de façon fausse, c'est-à-dire on se dit, je vais trouver un vrai paysage, très pur, très environnement. Une fois que j'ai fait des milliers de kilomètres, vous savez, c'est comme les gens qui prennent la voiture pour aller courir. C'est quand même magnifique. Hein? Donc on se met en voiture, on fait je ne sais pas combien de bornes et on va dans un parc pur. Et là on dit on court. On se remet dans la voiture, on rentre. Bon, vous voyez bien que c'est la même chose.
Maintenant, on va dans des salles de gym parce qu'on n'a plus le temps de le perdre. Donc c'est quand même formidable. En fait, vous avez la vie, on fait tout pour être à fond efficace dans notre travail, pour avoir du temps à nous. Et quand on a du temps à nous, on va dans la salle de gym. Or, c'est pour le perdre. Alors ce qui est formidable, c'est qu'avant, comme le travail était plus dur, on n'avait pas besoin d'aller à la salle de gym, on avait déjà, sur le plan du physique, les contraintes qui nous engendraient une sorte de salle de gym permanente. Donc évidemment, après, on pouvait rentrer chez soi. Bon. Maintenant, donc, quand vous rentrez chez vous, et ensuite vous changez, vous mettez votre super forme, parce qu'il faut que les autres vous voient aussi. Vous savez, dans les salles de gym, on court à l'arrêt, devant la vitrine, à l'envers. Je ne sais pas si vous allez dans les salles de gym, ne prenez pas ça personnellement, c'est simplement pour vous dire qui c'est qui joue plus au théâtre. Quelqu'un qui est sur un appareil qui ne bouge pas et il court, et il est devant une vitre, il y a des gens qui passent, qui le voient en train de courir, de saliver, de suer, de machin, avec sa serviette, parce que la serviette, il faut qu'elle soit là. Si elle est par terre, ça ne fait pas assez professionnel, donc il faut qu'elle soit là. Et moi, je dis, il m'est arrivé de m'arrêter devant, comme Mastroianni avec... Mais oui, c'est quand même une sacrée représentation. On a l'impression qu'il se fatigue. Or, en fait, tout a été fait pour qu'il soit fatigué. Et le comble, c'est qu'à la fin, il repart content. Aujourd'hui, j'ai bien sué, j'ai bien transpiré. Alors, quand on dit qu'il faut faire suer le turnus, vous voyez, ça se fait ça, alors là, vous le faites sans le turnus. Alors, qu'est-ce qui est plus faux? Ce personnage qui sort de sa vie pour aller dans la salle de gym et faire ce qu'est ça, ou le personnage qui est dans une pièce de théâtre? Parce que quand vous êtes en train de regarder une pièce de théâtre, je vois madame avec tous ses bijoux. Non, maintenant, ils vous ont vu. Alors, et c'est transcrit. Alors, vous imaginez donc que vous êtes dans une pièce de théâtre, vous dites quelle actrice, quel bijou, etc. Et évidemment, il y en a parmi vous, surtout les femmes, qui pensent que ça doit être des faux. D'accord? Non, mais je parle pas des vôtres. Non, non. Je parle de la pièce de théâtre. Alors, je vais vous donner une très belle tactique. Je pense que les dames qui ont assez d'argent le savent. Si vous habitez à un endroit qui est assez cher, et vous avez une vie assez chère, vous pouvez très facilement acheter des sacs à main complètement faux, parce que personne ne peut penser que vous avez un sac faux. D'accord? Donc vous allez dans un cadre un peu moyen, pas très riche, etc., et vous avez un vrai sac, je ne dis pas de marque maintenant, mais ça peut être avec trois mots, et une particule au milieu. Tout le monde pense qu'il est faux. Vous voyez? Voilà. Maintenant, je parle pour les dames d'un certain âge. Si vous avez un vrai collier de perles, tout le monde pense qu'il est faux. Parce que maintenant, plus personne n'achète un vrai collier de perles parce que ça coûte la peau. Voilà, vous l'avez dit, et pas seulement du coup. Ce qui fait que quand vous arrivez, vous, avec votre super collier, hein, fond de chute, etc., ils disent, tu as acheté combien ton truc? Et là, vous avez du mal parce que alors, finalement, vous finissez par dire un prix qui est faux. Parce que s'ils entendaient le même prix, ils tomberaient net d'un seul coup, vous voyez, parce que ça voudrait bien plus que ce qu'ils font. Alors, tout ça pour dire que l'art du faux et du vrai, donc ça a quand même condamné Socrate, la rhétorique, c'est l'art du faux pour convaincre du faux et être dans le vrai. Donc si vous pensez qu'on a dépassé ce stade-là, c'est exactement la technique des avocats. Pourquoi? Parce qu'un avocat, il a le droit de défendre quelqu'un qui est accusé pour un crime, en sachant que c'est le coupable, et il arrive même des fois à le libérer. Or, nous, vous voyez, on appelle ça de la déontologie. D'ailleurs, c'est pas mal quand même parce que, oui, on a la déontologie de l'avocat. La déontologie, on ne dit pas l'éthique. C'est assez intéressant parce qu'en fait, vous voyez, sur le plan étymologique, ça devrait être quasiment la même chose.
Par exemple, c'est assez drôle quand vous voyez, par exemple, dans les séries télé, vous avez le policier qui demande au médecin le secret, et l'autre lui dit: ah non, mais c'est une question de déontologie, vous savez, le secret médical. Bon, finalement, on fait signer un papier avec quelqu'un d'autre, finalement, il est obligé de raconter ce qui s'est passé. Parce que le secret médical, il peut aller jusqu'à une limite dans le cadre d'une affaire criminelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, des fois, on se calfeutre dans notre faux en disant quand même qu'il se tient, il est cohérent. Et puis d'un seul coup arrive quelqu'un qui est que dans le vrai. Donc c'est le fameux exemple de Marcel Pagnol. C'est le village où il n'y a que des gens sages et savants. Ils savent qu'une chose est impossible. Et un jour arrive quelqu'un qui est fou, qui ne sait pas, et il le fait. On l'a pas prévenu. Donc c'est pas de sa faute. Des fois, disons, alors, donc je vais vous donner cet exemple, vous avez dû le voir même dans une phase anecdote. Alors c'est l'exemple de la cage avec les chimpanzés. Alors vous avez 10 chimpanzés dans une cage, et au sommet, il y a un régime de bananes. En bas, il y a une échelle. Donc au bout d'un moment, les singes comprennent que si on utilisait l'échelle, on pourrait monter en haut et prendre. À ce moment-là, l'équipe de savants qui est autour de cette cage fait tout leur possible pour faire du bruit. S'il n'y a pas assez de bruit, ils tapent sur quelques singes. Les singes redescendent. Au bout d'un moment, les singes comprennent que s'ils vont prendre la banane, ils se font taper dessus. C'est ça l'enseignement. Maintenant, enseignement subversif. On enlève un singe et on en met un nouveau. Le nouveau, évidemment, il ne connaît pas la règle. Mais dès qu'il va monter, comme les autres savent qu'ils vont être tapés, ils le tapent. Ben oui. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les techniques de tortionnaire. On fait d'abord quelqu'un du mal, après il ne comprend pas pourquoi on lui fait ça, après on lui explique que si lui il fait du mal à quelqu'un d'autre, on ne lui fera pas de mal à lui. Alors, vous enlevez donc le premier singe, donc il finit par apprendre, maintenant vous enlevez un deuxième singe. Vous mettez donc un nouveau.